Merci de nous suivre à travers ce magazine kiosque de ce mercredi 28 février 2024. À la une ce matin, c'est l'accord de principe qu'a donné le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi pour rencontrer le président rwandais Paul Kagame face à la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il l'a dit hier après la rencontre avec le président angolais Joao Lourenço. C'est le sujet qui sera débattu ce matin dans ce magazine kiosque. Et nous irons également à l'Assemblée nationale où, avec cette dénonciation des députés de l'opposition proche de Moïse Katumbi, on veut les dépouiller de leur siège. Ils accusent l'Union sacrée. Est-ce vrai? Nous allons analyser le sujet avec nos invités. Ils sont à 3 ce matin. Joseph Kongolo et face à Serge Ntseka et Manix Ienda. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à Serge, bonjour aussi à Ienga, c'est ça? Merci beaucoup à tous les téléspectateurs et les auditeurs de Ralik. Nous sommes très contents d'être là pour répondre à l'invitation de maman Gisèle et nous sommes prêts à répondre à toutes vos préoccupations madame. Ok. Manix Ienga, bonjour à vous. Bonjour et grand merci pour l'invitation. Bonjour à tous mes co-débatteurs, bonjour également à tout le peuple congolais, le Congolais d'ici, autant pour le Congolais de la diaspora. Nous osons croire que le débat sera un débat de haute facture, un débat de l'altérité, de tolérance, un débat de respect mutuel, un débat qui transcendra les clivages politiques, un débat qui mettra au menu de nos échanges le Congo comme les dénominateurs communs. Parce qu'au-delà de nos clivages, au-delà de nos escalades ou collisions verbales, au-delà même des ségrégations politiques, le Congo demeure notre dénominateur commun. Voilà, alors c'est votre première participation à kiosque. Ouais, c'est en cela que je suis très reconnaissant et je vous dis grandement merci. Voilà. Alors, Serge Ntseka, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour madame, bonjour aux amis, bonjour aux téléspectateurs. Bon, les embouteillages. Comme d'habitude. Le désordre sur la voie publique, les routes cabossées. Je me rappelle, au dernier briefing avec les chefs de l'État, à la question de savoir pourquoi Kinshasa est dans tel état, il a dit, mais quand je regarde l'état de la voirie, ça c'est le chef d'État qui dit, je me rends compte que Moïbi Izamakasi. L'avenue du tourisme est l'avenue juste derrière la résidence du chef de l'État. Qui est Nzelamaï, en état de délabrement honteux. L'avenue voisine à la résidence du chef de l'État. Mais il y a des entreprises qui ont pris de l'argent. Il y a l'OVD qui est constamment là pour faire quoi? On ne sait pas. Et c'est quand on repart, ça ne fait pas 2 mois. Ça retombe dans le même état. Madame, si vous permettez, je reviens du Bandundu. Je salue la grande communauté du Grand Bandundu. On a été à Idiofa, à Kenge, un peu partout, à Gungu. Dans le cadre de PDS 145 territoires. Je dois dire ici que ce programme répond aux besoins de la population parce qu'on voit des centres de santé en paille, des écoles en chaume qui sont remplacés par des bâtiments en dur et les enfants peuvent étudier même pendant les intempéries. Donc il y a des femmes qui accouchaient dans des conditions vraiment moyenâgeuses. Aujourd'hui, c'est-à-dire il y a des pôles sur lesquels on ne fixe pas, on ne porte pas beaucoup d'attention. On ne parle pas de développement. Le PDL apporte les développements, l'amélioration du mieux-être. Je le dis parce que j'ai été témoin et que j'inviterai le gouvernement à investir beaucoup plus dans le développement. Parce que quand vous êtes à Kinshasa et vous allez là-bas, vous aurez l'impression d'être dans 2 pays différents. Dans 2 pays, il n'y a pas de route. Et les gens qui ont travaillé dans des conditions là sont des héros parce qu'acheminer les matériaux de construction, acheminer tout dans des no-man's land là, comme on dit, et construire, ça relève vraiment de bravoure extraordinaire, quoi. Et moi, j'inviterai les gouvernements au-delà de tous les tralala. Aujourd'hui, tout le monde est en train de consulter qui il veut pour rentrer dans le gouvernement, même ceux qui sont élus. Mais vous voulez prendre des responsabilités, pourquoi? Pour qu'on vous voit dans des cortèges prendre l'essence est interdit parce que vous aurez des parcelles de responsabilité. Rentrez chez vous. Dans les bandes de nous, la seule personne qui a fait quelque chose de grandiose, c'est mort, malheureusement. Oh.
Je le dis, c'est mort. J'ai été choqué, mais je le dis, personne n'a fait mieux que lui dans tous les bandes de réunion. Les féticheurs, c'est vous-même. Je ne sais pas si les féticheurs, mais moi je vis un opérateur. J'ai vu un opérateur économique qui vous donne l'opportunité de vous loger dans de meilleures conditions. Kinshasa et Kikwit n'a pas de courant, mais chez lui vous avez le courant 24 heures sur 24. Et on a eu des gens qui ont beaucoup d'argent en politique, en affaires, mais qui n'ont même pas fait les dixièmes de ce que le monsieur a fait, quoi. C'est sans allusion, mais je le dis, et le Congo doit se construire avec une certaine objectivité aujourd'hui. Ok. Là, nous sommes dans les bandes. Vous interpellez tous les notables, les politiques. Est-ce que c'est le cas de le dire? Si c'est Bosso, quelqu'un ouais. qu'on nie par toute la population, aussi par tous les sportifs, mais qui chez lui fait ce qu'il a fait là, mais il doit être pris en modèle. Sorcier, féticheur, moi je ne sais pas. Je ne suis pas de ce registre-là. Et je ne comprends rien d'ailleurs de tout cela. Mais c'est que j'ai vu un opérateur économique qui donne du travail, qui donne de l'espoir, qui vous donne un cadre quand vous venez de travail extraordinaire. Donc il y a le programme de développement à la base qui est là, et d'autre part, les citoyens doivent emboîter les pas, les autochtones. Donc on doit le dire pour que ça choque, et peut-être ceux qui ont des millions et ne savent rien faire avec, hein, donc à part voyager avec tout ce qu'on veut, leur dépendance, mais l'avenir, tout le monde ne peut pas venir à Kinshasa. Donnons l'espoir à l'intérieur. Comme Merci Sernsek. Alors, puisque vous avez abordé un sujet des sociétés, restons-y. Comme Joseph Kongolo, c'est la décision de la justice, le bourgmestre de la commune de Makala, qui a écopé de 5 ans de prison parce qu'il avait autorisé la démolition du mur de soutenance sur l'avenue Linguessa en pleine réhabilitation. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la justice? D'abord, je salue cette décision parce que quand vous devenez une autorité publique, vous devez faire un effort, même si vous n'avez pas de qualification. Du fait que vous y êtes, faites un effort pour savoir ce qui relève de votre pouvoir et ce qui ne relève pas de votre pouvoir. C'est très simple. Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont bourgmestres. Ils devaient apprendre, savoir qu'est-ce qui relève de mon autorité en tant que bourgmestre et qu'est-ce qui ne relève pas de mon autorité. C'était très simple. Comment on pouvait autoriser à quelqu'un d'aller casser le mur de soutènement sur une route nouvelle? Ah non, madame, ça dépasse tout entendement. Il fallait se référer à l'autorité provinciale, demander, et on allait faire des études appropriées pour faire ce travail. On ne peut pas autoriser comme ça un bourgmestre. Il a quel pouvoir pour autoriser cette casse? Moi, je crois que l'erreur est fondamentalement sur la tête du bourgmestre qui n'a pas appris, qui n'a pas fait un effort personnel pour savoir jusqu'où s'arrête son pouvoir. Jusqu'où s'arrête son pouvoir. Et j'ai aimé ça. Parce qu'on doit donner la leçon désormais à tout celui qui a une pensée de savoir jusqu'où s'arrête mon pouvoir et jusqu'où commence le pouvoir de l'autre. En ce moment-là, il va se référer à l'autorité tutelle. Donc, je considère que c'est de l'anarchie qu'il voulait instaurer et que, bon, cette condamnation, c'est une leçon, pas pour lui peut-être, lui qui en a subi à 100%, mais c'est une grande leçon pour la plupart, toutes les autres, pas seulement les bourgmestres cette fois-ci. C'est-à-dire que toute autorité doit savoir jusqu'où s'arrête mon pouvoir et savoir agir en conséquence. Donc, personnellement, c'est trop dur, c'est vrai, 5 ans, c'est beaucoup pour 2 rangées de briques qu'on a cassées, mais j'aurais voulu, n'est-ce pas, peut-être 2 ans ou même 1 année, avec évidemment, c'est-à-dire le travail est parti, voyez-vous, ça aurait été mieux, mais 5 ans, c'est vraiment très lourd, pour 2 rangées de briques cassées, c'est vrai, mais j'aurais souhaité que ce soit 2 ans, peut-être avec sursis. Mais cette décision ou cet ordre mal donné du bourgmestre, c'est pas aussi parce que ces bourgmestres se cherchent pour avoir de l'argent, des moyens, parce qu'ils n'en ont pas. Madame, ce n'est pas une raison, et puis on ne peut pas évoquer cette raison officiellement. Ils sont censés avoir un salaire, je dis bien, ils sont censés avoir un salaire. Et ils n'en ont pas. Je sais pas, ils n'en ont pas, ils en ont, je ne sais pas. Mais au moins, bon, ils gèrent quand même des fonds. Il y a des documents officiels qui sont en train de vendre, ainsi de suite et tout ça. Mais cela ne justifie pas d'aller casser quand même un bien public, madame. On doit respecter les biens publics, c'est très important. On ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, tu viens, tu tires le courant sur
l'éclairage public, n'est-ce pas, devant ta maison, tu tires du Coran là-bas, tu la mets dans ta maison. Non. Donc il faut quelque part qu'il y ait des limites. Sinon, ce changement dont on a besoin ne viendra pas. Donc, Merci. ce changement vient Alors, parfois Malick avec Sienda, les gens se posent la question. Aujourd'hui, on condamne le bourgmestre, mais qu'en est-il de toutes ces personnes qui construisent sur des caniveaux, qui barricadent de routes, qu'on laisse faire? Bon, d'abord, il faudrait saluer la décision de juge. C'est une décision qui réconforte beaucoup de gens, la population de Kinshasa, parce que aujourd'hui, vous savez, quand on devient autorité, peu importe le degré de responsabilité, chacun se permet de faire ce qu'il veut, et ça crée ce qu'on appelle de l'anarchie dans notre manière de faire. Mais moi, je crois que le bourgmestre de commune ont beaucoup de choses à faire que de procéder par ces moyens de compromission, au point même de subir la rigueur de la loi, au point d'être condamné. Parce que si vous regardez dans la gestion même de nos entités territoriales décentralisées, parce que la commune fait partie des ETD, il y a la commune, il y a les villes, il y a les secteurs, autant pour les chefferies, sont considérées comme des entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique. Ce qui crée une conséquence, ils ont une autonomie de gestion, tant sur le plan financier que sur le plan administratif. Et il y a même un répondant juridique, les cadres par excellence, qui déterminent les rayons des compétences des ETD. Je parle de la loi sur la gestion des entités territoriales décentralisées, qui détermine les attributions de bourgmestre, qui détermine même les compétences de chaque organe au niveau de la commune. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Vous savez, madame, la question de la municipalité, la question des entités territoriales décentralisées me préoccupe au premier degré, parce que je suis écrivain, chercheur dans ce domaine-là. Récemment, je venais même de publier un ouvrage, heureusement que je l'ai amené sur le plateau, Mon regard vers la commune, où j'explique sur le fonctionnement, l'organisation des entités communales. Aujourd'hui, je suis heureux parce que, pour la première fois, la République démocratique du Congo venait d'organiser les élections au niveau de la municipalité. Alors qu'autrefois, nos communes, nos entités territoriales décentralisées souffraient d'une certaine infirmité, je dirais organique, en même temps fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la commune, vous allez voir, il y a deux organes majeurs qui travaillent pour le développement de la municipalité. Vous avez d'une part le collège exécutif communal, composé des bourgmestres et des bourgmestres adjoints, avec les deux échevins communaux qui jouent pratiquement le rôle de ministre au niveau de la commune. Et de l'autre côté, vous avez un organe aussi important qu'on appelle le conseil communal, avec les conseillers communaux, parce que le conseil communal, c'est un équivalent de l'Assemblée nationale au niveau de la commune, qui a le rôle de contrôler de manière permanente l'action de l'exécutif communal, qui a le rôle d'élaborer le plan du développement communal pour booster les développements au niveau de la commune. Malheureusement, à défaut de ces conseillers communaux qui n'existaient pas par manque des élections qu'on n'a jamais organisées, voilà pourquoi le bourgmestre vivait dans une sorte d'anarchie qui ne dit pas son nom. Moi, je me pose toujours la question. J'ai même écrit une correspondance à monsieur l'inspecteur de l'IGF, monsieur Alinguete, qui m'a même répondu favorablement parce que j'avais sollicité un audit par rapport à la gestion financière des bourgmestres de nos communes. Parce mais que vous savez au moins qu'ils n'ont pas de moyens et que tout non, est mais canalisé du côté de l'autorité urbaine. Ce discours ne tient pas la route. Même des imprimés, il y a une entreprise, c'est un bourgmestre qui m'a dit... Maman, je vous ai dit tout à l'heure que la commune est une entité territoriale décentralisée. Il y a une ordonnance loi qui détermine la nomenclature de taxes, impôts, redévances et toute autre recette pour la commune. Il y a même le 10%, bien qu'est prévu au niveau de la Constitution, pour le développement de la commune. Je parle de la Caisse nationale des péréquations, qui devrait en réalité booster les communes. Il y a même un édit provincial qui détermine les recettes d'intérêt spécifiques pour les communes. Lorsqu'on regarde les différentes ressources de la commune, vous avez les formalités administratives, ça se paye, les cartes d'identité, perte de carte d'identité, acte de décès, acte de naissance. Qu'est-ce qu'on dira pour toutes ces sommes d'argent qui entrent, par exemple, pour les formalités civiles, notamment la célébration de mariage? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait avec c'est cet pas argent? tous les jours. Il y a des plaques de numérotation des avenues. Non, mais il n'y a pas que ça. La commune a beaucoup de moyens. Mais aussi, la commune peut créer beaucoup de moyens. Dans mon ouvrage, j'ai même proposé quelques projets de développement pour la commune. Est-ce que vous savez que la commune peut créer une société commerciale pouvant générer le moyen pour le développement de la commune? Ici, moi-même, j'ai proposé quelques types d'entreprises que la commune peut créer pour le développement de la municipalité, notamment le cas de la société que j'appelle Transcom, une société de transport communal pouvant assurer la mobilité des personnes de la commune et créer même de l'emploi et augmenter la recette nationale. La commune a la gestion de parking. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez la ville-province de Kinshasa, qui déjà a le statut de province, mais qui malheureusement continue de prélever sur le parking alors que cette compétence revient à la gestion des entités territoriales on n'entre pas dans le fond, hein, c'est-à-dire par rapport à cette décision. Mais le débat, c'est un débat de fond. Il ne faudrait pas rester sur les chaleurs. Nous devons faire un débat de lumière parce que la question de la municipalité, c'est une question très cruciale. Madame, vous habitez dans une commune, autant pour mes co-débatteurs. Vous connaissez le budget communal de votre commune? Vous connaissez les recettes de votre commune? Vous connaissez ne serait-ce que les richesses de votre commune? Je suis encore convaincu que vous ne connaissez même pas les autorités de votre commune. Ça, c'est très grave pour des citoyens qui vivent dans des entités qui élaborent des projets de développement, mais malheureusement qui ne bénéficient pas à la population congolaise. Je suis très désolé, il le faudrait, et je finis par là, renverser la pyramide de gestion de ce pays. Nous devons changer le paradigme. La gestion du pays ne doit pas commencer au haut sommet. Nous devons commencer au niveau le plus bas, au niveau de la rue, au niveau de quartier, au niveau de communes, parce que les citoyens qui vivent dans nos quartiers doivent sentir la chaleur du développement au niveau de des collectivités locales. Je vais, c'est pas très vite, je crois que vous allez nous accorder le même temps de parole. Je crois que la question reste posée. Manix vient de développer sur la procédure, comment les choses devaient être. Mais on n'a pas répondu sur ce plateau, à mon avis, par rapport à la question. Un ministre, un bourgmestre, excusez-moi, qui autorise des travaux qui vont à l'encontre d'un ouvrage d'intérêt public. Le problème est beaucoup plus profond. Le casting. Ce monsieur est devenu bourgmestre. Comment? La responsabilité des partis politiques, des autorités qui proposent des gens sans qualité, des gens non préparés. Mon frère tout à l'heure a dit que vous ne pouvez pas avoir des compétences, mais dès lors qu'on vous nomme. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez à niveau. Le parti politique, qui ont aussi la responsabilité de former leurs membres, je présume, je suppose que ceux qui sont nommés là sont des fruits de certains partis politiques. Et dans ces partis politiques, ils ont l'obligation de former leurs membres au civisme, au savoir-vivre, au savoir-être, avant de le bombarder dans des postes de responsabilité. Ça ne peut pas être seulement un cadeau pour une certaine loyauté, pour avoir fait ceci ou cela en faveur du parti ou de son autorité. Le problème, c'est au niveau du choix. Là, c'est l'échec de la décentralisation, c'est l'échec de partis politiques qui n'ont pas su trouver des gens à mettre à des places qu'il faut. D'autre part, les bourgmestres ne sont pas payés. Ils n'ont pas de salaire. Il y a des actes, oui. Le mariage, des actes. Alors, peut-on aujourd'hui considérer que quand le bourgmestre célèbre un mariage, cela, l'argent qu'il peut récolter, doit entrer dans sa poche? Parce qu'on a parlé de nomenclature ici. L'argent qu'on perçoit pour ces actes-là sont destinés à la caisse de la province. La loi sur la libre administration de province et toutes les autres lois réparties des compétences, il y a des actes dévolus aux ETD, notamment aux provinces. Ces actes sont actionnés par la ville parce que il n'y a pas de DGRK au niveau de communes, de tous les mécanismes pour capter cet argent. Mais la rétrocession ne se fait pas. Aujourd'hui, les bourgmestres sont traités comme des élèves. La loyauté au chef, au gouverneur. Sinon, on vous suspend.
Je ne sais pas d'où on tire la compétence de suspendre les bourgmestres par le gouverneur. Et ces gens-là vivent dans la peur permanente d'être changés, d'être compliqués. Alors, là, le manque de connaissance de leur travail, donc le job description du bourgmestre, ils ne le savent pas. Le manque de moyens, ces gens sont dans la débrouillardise. Parce qu'ils peuvent être là, le parti peut demander quelque chose, une certaine autorité peut demander quelque chose, ils sont obligés, je suis en train de dire, ça va choquer, à obtempérer. Ça ne justifie pas ce qui se passe là, parce que le monsieur là, et je suis d'accord avec ce que les amis ont dit ici par rapport à la justice, mais là ce n'est qu'une conséquence. Et ce sont des éléments qui démontrent qu'à un certain moment, on a mal procédé. Nous avons l'occasion aujourd'hui de rectifier les tirs. Le vrai pouvoir, c'est au niveau de la base. Le constituant a pensé faire du Congo un pays dont le pouvoir sera détenu par la base. Et avec la décentralisation, les autorités de proximité devraient être capables d'apporter. Ne nous dites pas que le bourgmestre a tel acte. Non, le bourgmestre n'est pas le chef, même ou sans le conseil conseils communaux. Il n'a pas le droit de gérer cet argent comme si ça lui appartenait. Il y a une certaine discipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de taper sur le bourgmestre. Mais ces cas sont les gens. Mais ce bourgmestre sort d'où? Qui les a nommés? Ils ont été qui avant d'être là? Merci. Alors on prend notre sujet. C'est un petit élément. Non, juste pour dire que la route Elenguessa, c'est une route qui relève de la province. Oui. Or, il y a aussi des rues qui relèvent de la commune. Ça veut dire communale, peut arranger aussi des routes. Il y a des rues et des avenues, des rues qui relèvent de l'autorité locale. Mais la route sur laquelle il a opéré des dommages, c'est une route qui relève de la province. Ok. Alors on parle de la rencontre hier, échange chef de l'État avec le président angolais Joao Lourenço. Et il ressort de cette rencontre que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a donné son accord de principe pour rencontrer Kagame. Le lieu et la date n'est pas encore connu, mais cet accord de principe du chef de l'État, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ce n'est pas la première fois qu'il annonce ça. Je crois que dans le briefing qu'il a fait, il a dit tout haut qu'il ne peut pas négocier avec l'M23, et plutôt avec le président du Rwanda. Ça, il avait dit déjà. Et c'est fait. Pardon? Et c'est fait. Oui, effectivement, mais bien avant la rencontre avec... Il a dit qu'il va rencontrer Kagame qu'au ciel. Si on rentre sur tout ce qu'il a dit. Bon, évidemment, vous savez, la situation évolue, hein, madame. La situation évolue. Je voudrais dire tout simplement que le président a placé la barre un peu plus haut avant les négociations. C'est tout à fait normal. Comme Kagame aussi peut aussi relever la barre, quitte à confronter, n'est-ce pas, les deux extrêmes pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, un consensus, n'est-ce pas? Donc c'est normal que le président, d'ailleurs les conditions qu'il a posées, c'est comme quelqu'un qui a refusé les négociations. En réalité, quand il vous dit qu'il faut d'abord que les M23, disons, les troupes libèrent les terrains occupés et que les autres vont dans des camps de socialisation, voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui a mis la barre beaucoup plus haut parce qu'on ne peut pas négocier à genoux. Vous n'allez pas demander par exemple à un 23 ou à Kagame, n'est-ce pas, de négocier couché. Non, c'est pas possible. Je crois que les positions qu'ils occupent sont un élément de négociation. Voyez-vous, c'est un élément de négociation qui va entrer en ligne du compte dans les échanges, dans la négociation. Alors si vous le demandez déjà de libérer les troupes, n'est-ce pas, et que les Rwandais rentrent chez eux, les M23 vont dans les camps de regroupement, alors quel sera l'enjeu? Il n'y a pas d'enjeu. Voyez-vous? C'est ça l'art de négocier, madame. Il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'il a mis la barre très haut en réalité. Il sait déjà que ça ne va pas marcher, Kagame non, c'est comme ça qu'on dirige les négociations, madame. C'est-à-dire que lui aussi, il va mettre la barre très haut. C'est dans les négociations à distance. Petit à petit, on va assouplir les positions jusqu'à trouver, disons, la norme pour pouvoir entrer dans le contact physique. Donc c'est tout à fait normal. Parce que ce que le président demande, en fait, je ne vois pas comment l'autre va accepter. Soyons quand même sincères. Vous allez négocier quoi si vous n'êtes plus sur le Congo? Vous n'êtes plus au Congo, vous êtes chez vous. Et que les populations en déplacement rentrent, n'est-ce pas, dans leur lieu de vie. Comment vous allez négocier? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas d'issue. En fait, c'est une autre manière. Moi, je dis ça comme une autre manière de refuser la négociation.
Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il a mis seulement la barre très haut, quitte à voir l'adversaire. Qu'est-ce que l'autre va dire? N'est-ce pas? C'est en fonction de ce que l'autre va dire qu'on peut assouplir les positions ou qu'on peut garder la position. Ok, Manix, vous voyez les choses de la même manière que Joseph Kongolo? Je pense que le président Tshisekedi a été très limpide lors de sa communication devant les hommes et femmes de médias que vous êtes. Le président a choisi la voie du dialogue parce que c'est une voie salutaire et qui même répond au traditionnalisme politique de notre pays. N'oubliez pas que le Congo, c'est un pays à vocation démocratique. Nous développons de plus en plus la culture d'arbre à palabre. Nous avons répondu ou réglé nos différents conflits en interne par la voie des dialogues, des échanges. Et donc, le Congo ne peut pas refuser un quelconque dialogue avec un État, surtout sur la question de la sécurité de notre pays. Mais parce qu'on parle du M23, le M23, c'est même le résultat ou les conséquences d'un dialogue ou d'un accord mal signé entre l'État congolais et le groupe rebelle. C'est un accord du 23 mars signé par ceux qui ont détenu le bâton de commandement de la République à l'époque, et aujourd'hui le président Tshisekedi hérite les ratés d'une mauvaise discussion diplomatique entre l'État et le groupe rebelle. Et donc, ce qui est tout à fait normal, le président Tshisekedi ne peut pas se maintenir dans cette logique-là. S'il faudrait dialoguer, il serait des bonnes à loi de dialoguer ou d'échanger avec le Rwanda comme un État reconnu dans sa souveraineté et dans son indépendance. Vous savez que la RDC est un État souverain, et même lorsqu'on parle de la guerre en réalité, parce qu'il y a même des cadres juridiques internationaux qui définissent ces concepts de guerre. Et en droit international de la guerre, autant pour le droit humanitaire, on parle de la guerre lorsqu'il s'agit de la confrontation entre deux États. Il est vrai, même du haut de la tribune des Nations Unies, le président Tshisekedi a responsabilisé l'agression sur la partie est, sur le dos du Rwanda. On parle de l'agression rwandaise sous couvert du M23. Et donc aujourd'hui, je dirais, nous sommes... ne connaît pas. C'est tout à fait normal. C'est une affaire de Congolais. C'est tout à fait normal. Le Rwanda est dans une posture où il ne peut pas reconnaître sa responsabilité eu égard à tous ces massacres, à ces grands génocides même de l'histoire sur le territoire congolais. Mais vous savez ce qui est un peu, et je comprends même la position de la population congolaise, parce que les gens veulent à tout prix que le gouvernement congolais opte pour le chemin de la guerre, que l'armée congolaise attaque l'armée rwandaise pour qu'on revienne effectivement dans ce contexte de la guerre. Même quand vous regardez dans l'ordonnancement juridique congolais, dans la loi fondamentale de notre pays, la guerre est prévue. Et on donne même les conditions pour que le président de la République décrète la guerre. Il faut au préalable un avis du Conseil de sécurité et de défense avant même de réunir le Parlement en congrès et faire cette déclaration de la guerre. Et même au-delà de la sphère nationale, il y a même une dimension au niveau de la Charte des Nations Unies qui reconnaît à chaque État membre la possibilité d'user de ce qu'on appelle la licéité de la légitime défense. Et même le principe de la proportionnalité et même de la réciprocité s'applique. C'est-à-dire, un État qui fait l'objet d'une agression militaire est tenu de réagir de manière légitime par les voies militaires. C'est que la RDC ne fait pas encore jusque-là. Et même sur le plan de la justice internationale, la République démocratique du Congo a la possibilité d'ester en justice contre le Rwanda auprès de la Cour internationale de justice afin d'endosser sa responsabilité. Alors, au niveau de l'armée, nous devons restructurer notre armée. Mais on n'en est pas encore là. Le président Tshisekedi a accordé une seconde chance à cette voie de dialogue. Il y a des États qui ont pris l'initiative, notamment l'Angola et l'Afrique du Sud, pour voir comment est-ce qu'on peut aplanir les divergences et installer la paix dans la partie Est. À défaut de quoi, je pense, le président de la République serait obligé d'utiliser l'armée pour faire l'offensive afin d'arrêter de manière, je dirais brutale ou pas, l'hémorragie de l'insécurité qui infeste le fonctionnement normal. Merci. Alors, Tseka, aujourd'hui, le chef donne son accord pour la rencontre avec Kagame. C'est-à-dire quoi? Il est essoufflé ou il a mis de l'eau dans le vin? C'est-à-dire quoi? Au lieu de voir une contradiction, moi je penserais plutôt à une évolution parce que lors de ce même briefing, une question sur le fameux à la moindre escarmouche, le président dit nous pouvons le faire, mais nous donnons une chance à la paix. C'est-à-dire que nous
voulons démontrer notre bonne volonté de vouloir parvenir à une paix mutuelle, parce que le problème ne vient pas de nous. Hier, c'était je ne négocierai pas, mais aujourd'hui, c'est on négocie, c'est-à-dire, je dirais à ma façon, Félix Tshisekedi met son ego de côté. Il prend le risque d'aller à l'encontre de ce qu'il avait dit hier pour donner une chance à la paix. Donc, il a pensé le Congo, il a pensé la RDC, il a pensé l'avenir de la RDC. Parce que, voyez-vous, Tshisekedi passera, Kagame passera, les deux peuples, les deux pays resteront ensemble. Aujourd'hui, nous ne devons pas planter les germes de séparation. Déjà, dans le discours du Rwanda, je dirais des responsables du Rwanda, ils nous accusent d'être contre un certain peuple, de maltraiter un certain peuple, et que Kagame se donne le droit de vouloir protéger un peuple, un certain peuple qui se trouverait dans son pays et aussi dans le nôtre. Voyez-vous, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas tellement cohérent, c'est pas tellement logique. Si nos dirigeants d'aujourd'hui pouvaient penser que eux, je dis les dirigeants du Congo et de la sous-région de manière générale, ils vont passer et que nos pays resteront dans leur délimitation héritée de la colonisation, ils feraient les choses de manière différente. Le problème, c'est pas entre la population congolaise et la population du Rwanda, parce que les deux peuples se côtoient et tout et tout. Comme exemple, Luvumbu a joué jusqu'au fameux geste au Rwanda. Donc il était bien, le sportif rwandais l'avait adopté, il était là. Mais quand la politique se mêle, on interprète un geste de manière politique, ça donne ce que ça donne. Et le danger est que ce virus puisse pénétrer dans nos populations, dans certains leaders de nos populations, et là, ça va être ingérable. Ça ne sera plus le problème. Ça ne sera plus le problème des dirigeants, mais ça sera entre peuples qui risqueront de s'entretuer. Et là, je pense que Félix Tshisekedi, en disant cela, a marqué vraiment un point important, c'est-à-dire je donne une chance à la paix. Mais on le connaît très gentil, on le connaît bienveillant, mais qui reste politique. En tout cas, qui reste sur ses gardes, parce que ce gens-là, il a été déjà roulé plus d'une fois dans des discussions comme ça. On peut en compter combien depuis 98 des conciliabules. Mais les gens qui viennent même pour préparer, organiser ces choses-là, voudraient voir le Congo dans sa position de faiblesse. Je le dis toujours ici. Aucun de nos 9 voisins ne voudrait voir le Congo dans la posture du Zaïre de Mobutu. Aucun. Ils ont leurs intérêts ici, ils voudraient nous voir faibles. Il y en a qui jouent à l'hypocrisie, qui viennent, ils vous sourient, mais dans le dos, ils travaillent contre vous. Donc tout cela, c'est de la responsabilité de Félix Tshisekedi, tout en accédant à cette demande de Renzo de vouloir dialoguer avec Kagame, qui sache que nous, on le regarde. Nous, il sait le message, il sait ce que nous voulons. Il sait ce que ce peuple veut. Que cela cesse donc. Qu'il n'aille pas comme personne qui va rencontrer un ami, un frère, comme ce fut le cas par le passé, qu'il aille comme chef de l'État des Congolais. Notre chef, notre fierté. Et on aimerait le voir, Félix Tshisekedi, qu'on a retrouvé là. On aimerait le voir dans cette posture-là. Et il y a des préalables. Est-ce que vous pensez que Kagame va adhérer à ces préalables et que cette rencontre va effectivement restaurer la paix à l'Est? Kagame a le choix. Kagame peut encore imposer des conditions. La Pologne a eu la malheureuse idée de proposer un appui au Rwanda, et il a été contré directement par la Russie. Ça, c'est au niveau international. Oui. Petit à petit, la voix du Congo s'est fait entendre. Petit à petit. Le problème, c'est-à-dire cette voix est couverte par la volonté des intérêts politiques de grandes puissances qui veulent caresser le Rwanda dans le sens de poil, parce qu'il y a eu ce massacre-là que nous respectons, que nous regrettons, le génocide rwandais. C'était combien? 800 000. 800 000 victimes rwandaises valent plus que 10 millions de Congolais.
Non, non, on n'accepte pas cette logique, ne passe pas, il ne passera pas. J'aimerais que le président de la République, en y allant, c'est une très bonne chose, mais apporte vraiment les désidérata, apporte la volonté de son peuple, parce qu'il n'a que nous. Il est président parce que nous, Congolais, l'avons voulu. Il n'est pas président parce qu'il est père des autres présidents, de SADC, CAC. Non, il va nous représenter. On aimerait qu'il reste ses doigts sur ses bottes, qu'il regarde Kagame dans le yeux, qu'il lui dise « Ah, qui nous dit ». Cette fois-ci, on peut espérer. À expliquer 1, 2, 3, 4, comme c'est bien le faire. Nous, on peut espérer cette fois-ci, hein, à travers. Non, on peut espérer avec Félix. Avec Kagame, on ne sait jamais. Non, c'est-à-dire qu'au retour de la paix, ils vont se parler, il va lui poser des questions. Pourquoi il avait même énuméré ces questions lors vous pensez que quelqu'un qui a construit l'économie de son pays sur le mensonge, sur le massacre, sur la triche, va changer justement parce que Félix Tshisekedi accepte. On peut déjà prédire d'ici, de ce plateau, nous pouvons prédire le résultat de ces assises. C'est-à-dire quoi? Ça sera déjà un fiasco. Ça va ressembler à tous les autres meetings qu'on a eu à voir par le passé, parce que le Rwanda tire l'essentiel de son économie, en vraiment une bonne partie, de la République démocratique du Congo. Et changer les paradigmes qui rentrent le Rwanda venait de signer un protocole avec l'Union européenne sur le matériel, les matières premières que lui n'a pas, ce pays n'a pas. L'Union européenne qui prétend être de notre côté, qui prétend favoriser les dialogues et le retour à la paix. Donc, beaucoup d'hypocrisie. Merci Serge Seka. Alors, on peut parler autre chose. Non, voilà, je voudrais ajouter sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Je crois que quand le président, en tant que candidat, avec numéro 20 sur la casquette, il a dit qu'il allait attaquer le Rwanda. Et juste après, vous avez vu un peu le balai diplomatique qu'il y a eu, juste pour tempérer cette position qui risque de créer un carnage au niveau de la sous-région. Ça, vous l'avez vu. Alors, le problème, c'est que la posture du président de la République est déjà avantageuse. Et en même temps, même si Kagame ne répond pas, mais au moins lui va montrer à la face du monde qu'il a donné une chance à la paix en souhaitant la négociation. Donc si Kagame refuse, il s'enfonce encore davantage. C'est ça le problème. S'il refuse, il s'enfonce encore davantage. Et je suis très sûr que le président, d'ailleurs dans sa manière d'être, un homme apparemment distrait mais très consistant, je ne pense pas que du côté de l'armée, la possibilité de la guerre, elle est permanente, elle est là. Et on doit continuer, comme il le fait, à accumuler du matériel militaire et avoir tous les éléments, tous les ingrédients qu'il faut pour faire une guerre. Et cette guerre, on ne la fait pas, mais on la fait pour vaincre. Et ça, il le fait. Merci. Et ça, il le fait. Vous ajoutez quelque chose, Mani? Oui, je voudrais juste revenir sur un élément. Là, ouais. Le président Tshisekedi, en parlant de la paix, il avait parlé de deux choses. Il a dit, si pour obtenir la paix, il faudrait nécessairement recourir à la guerre, on va faire la guerre. Oui. Si pour obtenir la paix, il faut passer par un dialogue, un échange avec le Rwanda, pourquoi ne pas le faire? Et donc aujourd'hui, le président Tshisekedi est dans une position de faire la guerre, mais tout en tenant compte de toutes les conséquences qui vont se produire après. Vous savez, madame, pour recourir à la guerre en temps normal, il faut d'abord épuiser toutes les voies diplomatiques. Et sur le plan diplomatique aujourd'hui, la RDC a marqué beaucoup de points. Tout à l'heure, on venait de parler du changement de narratif. Vous connaissez la position de la France il y a quelques mois passés. Lorsque Macron était venu, Macron était en difficulté d'endosser la responsabilité sur le Rwanda. Vous connaissez la position de l'ONU. Vous avez même entendu le discours de M. Antonio Guterres en tant que secrétaire général de l'ONU, qui avait un discours défavorable à la RDC. Et aujourd'hui, ces narratifs changent. Pourquoi? Parce qu'il y a une diplomatie très dynamique, mais aussi avec l'implication du peuple. J'ai beaucoup aimé la dimension du peuple qu'a évoqué mon co-débatteur tout à l'heure, parce que le peuple congolais demeure résilient. Aujourd'hui, le problème que nous avons avec le Rwanda, c'est un problème avec les politiques proposées par les dirigeants du Rwanda, et non le Rwandais comme peuple. Parce que de toutes les façons, Tshisekedi partira, comme l'a dit mon co-débatteur, Kagame partira, mais les deux peuples seront conditionnés de vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, la RDC ne fait pas preuve d'une sorte d'antisémitisme vis-à-vis du peuple rwandais. Bien au contraire, les Congolais ont toujours été hospitaliers. Souvenez-vous, en 1935,
Le Congo a organisé le premier corridor lorsque la grogne sociale avait frappé le Rwandais. Le colon belge avait organisé ce qu'on appelait à l'époque la MIB, la mission d'intégration des Banyarwanda. Deuxième corridor humanitaire, c'était lors du génocide rwandais entre le Tutsi et le Hutu. On a encore fait intégrer le flux migratoire de Rwandais vers la RDC au nom de l'hospitalité congolaise. Nous avons toujours été gentils, mais je pense que notre gentillesse a des limites. Nous devons finir cette histoire par le moyen de l'autorité de l'État et l'implication de notre armée. Alors, puisque nous l'avons évoqué, c'est la dénonciation des députés de l'opposition. On veut les dépouiller de leur siège. Qu'on fasse très attention. Qu'on fasse très attention. Aujourd'hui, on est en train de courir vers une majorité absolue. Mais au même moment, c'est une responsabilité. J'ai beaucoup aimé ce que le président de la République a dit pendant son briefing là. Il a pris l'exemple des 13 parlementaires pendant que au fort du pouvoir de Mobutu, il y a eu 13 personnes qui se sont levées, qui ont été traitées de fous, de tout. Aujourd'hui, l'UDPS, c'est l'UDPS qui a pris les pouvoirs. C'est-à-dire, on peut donner la chance même à deux opposants qui vont rester là-dedans, de faire la révolution si jamais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne seront pas à la hauteur de leur tâche, quoi. C'est bien aujourd'hui. Comment ça, Serge? Sinon, le Parlement, qui dit oui, qui accepte, si vous décevez le peuple, qui est pour, qui est si contre. vous allez à l'encontre des attentes de cette population à qui vous avez promis monts et merveilles, mais ce peuple va se détourner de vous. Ne vous en faites pas. L'exemple de Macky Sall au Sénégal, aujourd'hui, il n'est pas avec son peuple, alors que hier, face au vieux, le papa de Carré, le vieux Wad, et tout le monde ne jurait que par Macky Sall. Aujourd'hui, il est omis, il est vomi par le peuple. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, s'ils ne le prennent pas comme une responsabilité, même deux opposants, ils peuvent tout prendre parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale au nombre de combien de 27. Et on veut leur arracher pour remplacer par qui? Les gens de la majorité. Très bien. Mais demain, on aimerait voir des routes différentes de ce qu'on a aujourd'hui. On aimerait voir des Lengues, ça part à 25 millions de dollars. On n'aimerait pas plus voir de projets à 100 jours à coût de millions sans justificatif. C'est une responsabilité. Si on le voit seulement comme un jeu politique, nous allons prendre et rester. Alors on fait erreur, là, on risquera de mal chuter, de mal terminer ses mandats. Voilà, Joseph Kongolo, face à cette dénonciation, vous ne voyez pas que si ça s'avérait vrai, cette dénonciation, on risquerait de revenir comme à l'époque du MPR Patriota à l'Assemblée nationale? Non, madame, vous savez que l'opposition a commis beaucoup d'erreurs dans ce processus électoral. Beaucoup d'erreurs. Jusqu'à interdire à leur propre membre, n'est-ce pas, de concourir, n'est-ce pas, à différentes échelons politiques. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous n'allons pas bloquer la justice. S'il y a un député de l'opposition qui a volé les voix d'autrui ou par erreur matérielle et qu'on trouve qu'il ne convient pas d'être député, on ne va pas bloquer la justice parce que l'opposition n'a que 29 ou 27 députés. Parce qu'il faisait allusion, n'est-ce pas, au recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Non, mais si vous tombez dans le sac, on ne va pas vous laisser parce que vous êtes de l'opposition. Ou parce que l'opposition est minorée au niveau du Parlement. Non. Là, la justice fait son travail. C'est à eux de justifier avec leurs avocats. Là, c'est notre paire de manches. Alors, il ne faut pas prendre ça pour dire que la démocratie sera déséquilibrée parce qu'on a rogné 2 ou 3 opposants au niveau de la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Non, madame. Je crois que Serge l'a dit, et c'est clair, on l'a dit même la fois passée, la valeur d'une... Le président l'a dit dans le briefing. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il y a eu des erreurs qu'on a commises, n'est-ce pas? Maintenant, on ne va plus les commettre. Ces erreurs-là, est-ce qu'ils ont capitalisé? Pour arracher l'opinion, ils ont capitalisé. Ils ont quel discours? Ils ont des exemples frais. L'UDPS a fait la lettre de 52 pages. Il faut lire cette lettre pour comprendre comment l'UDPS a eu beaucoup de notoriété au sein de l'opinion. Qu'est-ce qu'eux font en tant qu'opposition? Et c'est que l'opposition doit faire, on peut être à 2, on peut être à 10, on peut être à 15, eh bien, on aura l'influence qu'il faut. La preuve, c'est que ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, l'UDPS, à un certain moment, on a considéré Tshisekedi comme président de la République ici, pendant qu'il était opposant. Il a commencé à donner des visas, on l'a accueilli avec 21 canons de coups, 21 canons dans d'autres États. Donc, c'est à eux de capitaliser leur position et de faire un travail de l'opposition républicaine. Alors, c'est là qu'ils dénoncent déjà. Non, madame, je dis ceci. Pas les dépouiller, même les deux. Non, madame, c'est pas ça. Je dis ceci. S'ils sont dans l'erreur, si par erreur matérielle, il est passé député, eh bien, la justice va corriger. S'il y a un député de l'opposition
qui a volé le voix d'autrui ou qui, bon, je ne sais pas, tombe dans l'erreur, eh bien, on peut lui retirer le mandat. Il ne faut pas dire que parce que l'opposition est minoritaire, ça ne peut pas donner un argument. Vous faites allusion la justice qui est malade, comme l'a dit le Madame, chef c'est notre lui-même. Est-ce qu'ils justice. peuvent croire à cette justice-là qui est Madame, malade? c'est notre justice à tous. Malade. Oui, c'est la justice des Congolais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est notre justice à nous. Nous l'avions utilisée pendant tous les 4 régimes électoraux. Nous avons utilisé la même justice. Malgré sa maladie. Mais oui. Qu'est-ce que Alors, vous voulez? Manix, votre analyse également par rapport à cette dénonciation des opposants. Madame, puisque vous parlez de l'opposition politique, je ne sais même pas si cette opposition continue d'exister, parce que nous avions vu lors de la campagne électorale une opposition qui a fait preuve d'une faiblesse politique et électorale légendaire. L'opposition était pratiquement quasi absente dans cette compétition politique, la campagne électorale, les élections. Elle est là, mais avec une faible représentativité. Quoi de plus normal que l'opposition n'arrive pas à imposer son veto politique au sein du Parlement. Regardez en face de Tshisekedi, il y a quelques opposants de taille. Je citerai Joseph Kabila, qui n'est pas partant à la course électorale. C'est déjà un manque à gagner pour l'opposition. Le deuxième opposant, c'est Martin Fayulu, qui est un opposant de taille, de par sa dextérité de combat politique, son aura, sa constance et sa notoriété sur le plan national. Malheureusement, cet acteur politique n'est pas allé à la compétition électorale. Encore une fois, c'est un manque à gagner pour l'opposition. Et aujourd'hui, en face de Tshisekedi, vous avez des opposants comme de Constant Mutamba. Vous avez des opposants comme de Matata Mponi. Mais Fayulu est allé à la vous avez des opposants. Fayulu est allé à la Il est allé à la compétition. C'est Il est allé à la compétition, mais avec un seul bras. Ouais, ok. Or, la force de l'ECD pouvait se définir après avoir perdu la majorité présidentielle, avoir un certain nombre de députés pour exercer un contrepoids au niveau des institutions, au niveau du Parlement. Ce qui n'est pas malheureusement le cas. Et aujourd'hui, la plus grande majorité revient à la merci de Tshisekedi. Ça, c'est un constat que nous pouvons faire malgré nous parce que les opposants étaient faibles. Mais il faut tout dépouiller. Non, mais pas du tout. On parle des élections. Les élections ont ces réalités. À part le fait de voter, il y a aussi ce qu'on appelle le contentieux électoral. Et le contentieux électoral, c'est une affaire de juge et aux juges de traiter les questions du contentieux tout en tenant compte de loi de la République. Vous savez, madame, je me suis toujours posé une question. En quoi les opposants congolais s'opposent à M. Tshisekedi? Est-ce qu'ils s'opposent au nom de Tshisekedi, aux vêtements de Tshisekedi, à la taille de Tshisekedi, à la peau de Tshisekedi, aux vestes de Tshisekedi, ou ils s'opposent au paradigme de gestion par rapport à ce qui a été proposé par Tshisekedi? Vous avez déjà vu l'opposition faire une opposition, par exemple, économique, les débats sur l'éducation. Tout à l'heure, on venait de marcher sur la question de la sécurité. Vous avez vu le parti de l'opposition, ne serait-ce que dire non à ces pandémoniums de M. Nanga, Jean-Jacques Mamba et tout le reste. Ils ne disent rien. Vous avez vu déjà l'opposition marcher pour réclamer justement le pain qui augmente. Vous avez vu l'opposition qui accompagne le gouvernement dans cette question de la sécurité de l'Est. L'opposition n'existait pas. Et s'il y a une opposition, cette opposition s'appelle le peuple. Parce que le peuple est l'opposant de tous les opposants. Aujourd'hui, on regarde le président Tshisekedi, on regarde la nation, parce qu'il s'agit du salut national. Plus question d'une opposition qui malheureusement reste dans des équilibrations désobligeantes et même dans la compromission de l'État. Aujourd'hui, l'opposition n'existe pas, madame. Une minute, je pense que je voudrais tempérer un peu certaines odeurs sur ces plateaux. Pas d'arrogance. Je dis pas d'arrogance. Quand le président de la République lui-même dit que notre justice est malade, que vous posez la question, on aimerait arracher. Mais il y a de quoi poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Les opposants, il y en a. Ils se sont mal pris, peut-être. Moi, je ne crois pas que Félix Tshisekedi fasse l'unanimité dans le chef de notre population. Donc, impossible. Là on est en train de se tromper. Ouais. Et j'aimerais un minimum de respect par rapport à ceux qui ont échoué, par rapport à ceux qui n'ont pas réussi par rapport à leur stratégie, parce que le Congo sera fait d'un peu de tout. De cette majorité et de cette infime minorité que nous devons respecter. Quand on ne respecte pas son adversaire politique, quand on ne respecte pas son adversaire politique,
on ouvre des portes qu'on ne saura pas refermer hier. À supposer que ces gens-là, Serge demain, c'est fini. par un concours de circonstances, puissent être au poste de commandement, qu'est-ce qui se passerait? Merci, kiosque est fini. Merci Serge Nseka. Merci Manix. Merci madame, même si je ne suis pas assez d'accord sur le point de vue de mon collaborateur. Prochainement, oui. Non mais vous savez, cette opposition aujourd'hui, elle tient les armes. On parle de quelle opposition? Une opposition qui s'est récoquérie au fond de la République pour combattre la nation. C'est cela l'opposition. Jean-Jacques Mamba qui a été piégé ici dans cette chaîne. Non, on parle de quelle arme l'opposition? Jean-Jacques Mamba est revenu. Pourquoi vous voulez caricaturer? Moi, je parle de respect. Je parle de respect des autres. Si vous la manière de parler, une certaine arrogance. On devait se mise au point CATSECA. Jean-Jacques Mamba n'est plus à cette île depuis plus de 5 ans. Tout à fait d'accord. Il a aussi démissionné du MLC depuis. Tout à fait d'accord. Donc il ne faut pas faire un raccordement. S'il vous plaît, qu'il soit tolérant, je termine par mon C'est quelqu'un que nous connaissons. Qu'il soit tolérant, s'il vous plaît, je termine par mon dernier propos. Monsieur, si vous ne le savez pas, le respect de l'opposition est déjà consacré dans la Constitution de notre pays. L'article 8 parle de la sacralité des activités de l'opposition. L'opposition est représentée même au sein des institutions de la République, la CENI et tout le reste. L'opposition a un porte-parole prévu dans cette Constitution. Là, on a encore le respect est là. Aujourd'hui, je ne serai jamais tolérant à un opposant qui tient les armes contre le Congo. Merci à C'est vous. la barbarie consacrée. C'est pas ça l'opposition. Merci à vous. J'adore votre juridisme, mais dans le fait, ça ne se traduit pas. Tout ce qui est dans ceux qui tiennent les armes, dans le fait que c'est pas ceux qui tiennent les armes. J'adore votre. On ne sera pas tolérant envers ceux qui tiennent les armes. Ça, c'est le danger. Vous tenez les armes contre le Congo, nous on va s'opposer à vous. Moi, parce que les opposants, vous parlez de peuple. Vous prenez les choses. Vous parlez de moi, il pense que je parle de lui. Non. vous. Non, mais je parle de ceux qui soutiennent la logique de l'opposition. Malik, s'il vous plaît, l'émission est finie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci au coach Doudou Montieri. Malheureusement, vous avez créé l'interférence pour rien. Vendredi avec le même plaisir. Merci, Héritier Toubilade. Madame, Monsieur, vendredi.